Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des nuages, ce sont des fumées. Et même si elles sont blanches, elles ne sont pas pures. Chaque année, 36 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, riches en carbone, émanant entre autres de nos voitures, de nos usines et de la production d'énergie en général, sont rejetés dans l'atmosphère, ce qui contribue au réchauffement de notre planète. Face à cela, une des stratégies qui s'impose, c'est la décarbonisation, c'est-à-dire capter le gaz carbonique avant qu'il ne s'échappe dans l'atmosphère. Mais alors, comment ? Des solutions innovantes émergent au Canada, où pour la première fois, le carbone des fumées d'une centrale électrique à charbon est capté avant d'être rejeté dans l'atmosphère. Et aux États-Unis, on en fait carrément des chaises. Cette chaise contient des émissions de carbone transformées en un objet. Alors, un monde décarbonisé est-il possible ? Nous sommes au sud du Canada, dans les immenses plaines de la province de Saskatchewan, près de la frontière avec les États-Unis. Cette région vit en grande partie de l'exploitation du pétrole et produit plus de la moitié de son électricité grâce au charbon. Boundary Dam, la plus importante centrale électrique à charbon de la province, émet de grosses quantités de gaz à effet de serre. Ici, on a mis en place une innovation cruciale pour décarboniser, en captant le CO2 dans les fumées pour le stocker et l'empêcher de filer dans l'atmosphère. 1 million de tonnes de CO2 par an doivent être ainsi récupérées. C'est la première fois au monde que ce procédé testé en laboratoire passe à l'échelle industrielle. Pour cela, il a fallu construire une tour d'absorption qui permet d'isoler le CO2 grâce à un procédé chimique. Il a fallu aussi ajouter les conduits permettant d'acheminer les fumées vers la tour. Ce projet a coûté l'équivalent d'1 milliard d'euros au propriétaire de Boundary Dam, SaskPower. Pour le mener à bien, le directeur de la centrale, Tim Chester, a dû s'adapter. L'un des défis que nous avions à relever, c'était de faire fonctionner le procédé chimique. Ça faisait partie de ce que nous devions apprendre pour être opérationnels. En effet, capter le CO2 n'est pas simple. Dans les fumées, il est mélangé à de l'oxygène et de la vapeur d'eau ou de l'azote et il faut tout trier. Alors, quelles sont les précautions à prendre et comment procède-t-on ? En s'élevant dans la tour, les fumées vont être mélangées à de l'eau contenant un produit chimique conçu pour se coller au gaz carbonique. Celui-ci est ainsi piégé dans le liquide. Il ne reste plus alors qu'à le séparer du produit chimique. Pour cela, le mélange est chauffé dans une cuve. Le produit chimique repart alors dans le circuit de nettoyage. Le CO2, lui, est envoyé vers un compresseur. Et le compresseur, le voilà! C'est cette machine qui va réduire son volume, le comprimer. Le CO2 va ainsi passer d'un état gazeux à un état quasi liquide. Maintenu sous pression pour qu'il reste stable, il sera ensuite plus simple à transporter. Pour la centrale, l'enjeu est de vérifier que cette solution peut s'appliquer à grande échelle tout en restant rentable. Le procédé de capture du carbone en lui-même a besoin d'énergie pour fonctionner. Le compresseur, par exemple, consomme beaucoup d'électricité. Donc ça utilise une partie de la production qui autrement serait vendue sur le marché. La bonne nouvelle, cependant, c'est que l'ensemble du processus de captage fonctionne très bien. Donc nous sommes très contents des résultats à ce jour. Mais que devient le CO2 ainsi récupéré ? Eh bien, il est tout simplement enfoui dans le sol. Une solution qui soulève de nombreuses interrogations et qui nécessite d'être testée. C'est ce qui est réalisé à 2 km de la centrale de Boundary Dam. Kyle Worth brave les moins 35 degrés pour présenter ce site expérimental de stockage baptisé Aquistor. Voilà le puits d'injection du CO2 du site d'Aquistor. Le CO2 est acheminé depuis la centrale de Boundary Dam. Il arrive comprimé à l'état de fluide. Voilà le pipeline qui apporte le CO2 directement jusqu'à ce puits. Il peut injecter jusqu'à 2000 tonnes de CO2 par jour, à une profondeur de 3,4 km.
Mais on ne stocke pas du CO2 sous terre, n'importe comment et n'importe où. Le CO2 est conduit à un réservoir naturel à 3,4 km de profondeur, jusqu'à une couche géologique de roches poreuses qui agit comme une éponge et absorbe le CO2. Ce réservoir doit être impérativement surmonté d'une autre strate naturelle totalement étanche pour bloquer toute remontée du CO2. Cette technique de stockage a été calquée sur un modèle naturel, car de tels réservoirs existent sous nos pieds depuis des millions d'années. Mais que devient le CO2 une fois sous terre? C'est ce que nous explique le directeur de ce projet de recherche à l'université de Regina, Ken Fromm. Ce qui se passe, c'est qu'à mesure que le CO2 arrive, avec la pression liée à l'injection, il se dissipe. On s'interroge sur le fait que le CO2 pourrait se minéraliser et devenir solide. Nous allons tester cela et voir exactement ce qui se passe dans cette roche et à cette profondeur après l'injection du CO2. Pour étudier ces phénomènes, on surveille le site en permanence. Ce puits de surveillance mesure la pression, la température et fournit même des échantillons venant d'une profondeur de 3,4 km. La surveillance se fait aussi en surface pour traquer les mouvements sismiques ou mesurer la qualité de l'eau, histoire d'être certain que le CO2 stocké n'affecte pas l'environnement. Ici, nous avons un réflecteur qui renvoie des signaux à un satellite pour voir s'il y a un soulèvement ou un affaissement du sol lié à l'injection de CO2. Ce poteau-là, c'est un puits de surveillance des nappes d'eau pour rassurer les habitants de la région sur le fait que la qualité de l'eau souterraine n'est pas affectée. Les résultats de cette expérience de Boundary Dam sont très attendus à travers le monde. Mike Monea, qui a piloté le projet chez SaskPower, est convaincu que les répercussions iront bien au-delà des frontières de la Saskatchewan et de sa capitale, Regina. Il y a 220 000 habitants dans cette ville. Et notre projet de Boundary Dam équivaut à supprimer les émissions de tous les véhicules de la ville pendant un an, ainsi que les émissions liées au chauffage ou à la climatisation des maisons et des entreprises dans toute la ville. Donc si nous multiplions ces installations, ça peut avoir un impact à l'échelle mondiale. J'en suis convaincu. Au niveau mondial, les capacités de stockage du CO2 dans le sous-sol pourraient aller jusqu'à 2000 milliards de tonnes, soit environ 50 fois nos émissions annuelles de CO2. Mais ces chiffres sont encore très théoriques. D'abord, cela coûte très cher. Ensuite, il faut avoir les bons sites de stockage à proximité des centrales. Et enfin, il faut que les habitants l'acceptent. Le modèle canadien ne peut pas s'appliquer partout. Cependant, il y a un autre moyen d'éviter que le carbone ne s'échappe dans l'atmosphère, c'est d'en faire une matière première pour fabriquer des objets. Cette voie prometteuse est explorée en Californie. Mark Erema, cofondateur de la start-up New Light, ne stocke pas le carbone dans le sous-sol, mais il l'extrait d'un autre gaz à effet de serre, le méthane, pour le transformer en matière plastique. En 2003, j'ai lu dans un journal un article sur les émissions de méthane des vaches. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis demandé pourquoi les gaz à effet de serre ne pourraient pas être une ressource. Et c'est comme ça que tout a commencé. Car l'élevage produit aussi beaucoup de gaz à effet de serre. Les bovins émettent du méthane par leur flatulence et par la dégradation du fumier. Or, le méthane, qui heureusement est produit en moindre quantité, agit 25 fois plus que le CO2 sur le réchauffement climatique. Dans le méthane, il y a du carbone. Et c'est ce carbone que Mark Erema récupère auprès des fermes qu'il extrait du fumier. Ce trentenaire, diplômé de Princeton en physique et chimie, a trouvé un procédé permettant de transformer le carbone en plastique en y ajoutant de l'air. Cette innovation récompensée par de nombreux prix a été mise au point dans ce laboratoire. La recette de Mark est la suivante. Il faut mélanger le carbone extrait du méthane avec de l'hydrogène et de l'oxygène. Le secret du chef,
c'est le biocatalyseur. Une substance naturelle qui va déclencher des réactions chimiques et permettre au carbone, à l'hydrogène et à l'oxygène de s'assembler en de longues chaînes de molécules. Ce sont les fameux polymères qui sont à la base de tous les plastiques. Une fois que l'on a transformé le gaz en polymère, l'étape suivante consiste à enlever l'eau de ce polymère. Ensuite, nous le purifions. Une fois que c'est fait, nous avons un polymère pur qui peut donner différents produits. L'étape finale, c'est de transformer ce polymère en paillettes de plastique. Et c'est ce que nous avons là. Ce nouveau matériau, baptisé Air Carbone, fruit de 10 ans de travail, est aussi solide et résistant que les plastiques fabriqués à partir du pétrole et peut désormais les concurrencer. La preuve avec cette toute première création commercialisée. 10 ans après, nous arrivons à ça. Cette chaise contient des émissions de carbone transformées en un produit. Un produit qui fait économiser de l'argent. Donc, c'est l'incarnation d'un rêve. Et maintenant, nous le commercialisons. Pour obtenir son matériau, il a fallu une bonne dose d'obstination à Marc Herrema et à son équipe. Avant, avec 1 kilo de biocatalyseur, on n'obtenait qu'1 kilo de plastique. Donc, ce que nous cherchions, c'était un moyen d'augmenter ce rendement. Et c'est ce qui a débouché sur notre innovation. Aujourd'hui, au lieu de produire 1 kilo de plastique, nous en produisons 9, soit 9 fois plus, avec la même quantité de biocatalyseurs. Et ça change tout. C'est un tout autre rendement, une économie totalement différente. Et avec ce rendement, nous pouvons produire un plastique moins cher que celui issu du pétrole. 10 ans pour arriver sur le marché, c'est long. Nous avons connu des moments difficiles. Certains jours, ce que nous faisions ne marchait pas. Et ça pouvait durer des jours, des semaines, des mois. Ce pionnier croit beaucoup à l'avenir de cette technologie pour décarboniser notre environnement. Quand je suis dans le métro à New York et que je tiens dans ma main une coque de portable en air carbone, je me dis que ce matériau a un énorme potentiel. Il est tout petit, mais il est là. Et ce que j'aime, c'est que ça rend concret quelque chose qui est très abstrait. Vous tenez quelque chose qui, autrement, serait dans l'atmosphère. Capter, stocker ou transformer le carbone, toutes ces technologies nous donnent des moyens pour lutter contre l'effet de serre. Elles font partie des stratégies de décarbonisation, tout comme la maîtrise de notre consommation d'énergie ou le développement des énergies renouvelables. Pour diviser par 2 nos émissions d'ici 2050, toutes les solutions doivent être mobilisées. Les émissions de CO2, nous en sommes tous responsables. Et chacun de nous peut changer la donne. Sur arte.tv/futurmag, nous vous dévoilons comment calculer votre empreinte carbone. Qu'il s'agisse de vos déplacements, de votre consommation d'énergie ou de vos actes du quotidien, il est possible de réduire vos émissions par des gestes simples. Découvrez comment dans notre dossier spécial.